ce n'est pas la seule concentration bizarre auquel on peut être confronté. Donc les concentrations d'espèces individuelles, concentration en Na+, concentration globale, les espèces en solution, c'est une chose. Mais il peut être aussi intéressant d'avoir des formes de concentration un peu plus subtiles, et particulièrement ici, des charges positives et des charges négatives qui se trouvent dans une solution. Parce que si je mets cette espèce-là, c'est un sel, du chlorure de magnésium, en solution, il se décompose. Et en se décomposant, vous voyez qu'il libère des ions. Alors évidemment, MgCl2, c'est neutre. La solution avec des Mg2+, et des des 2Cl-, c'est neutre aussi, puisqu'on a libéré autant de charges positives que de charges négatives. Donc la solution, globalement, elle reste neutre. Elle ne peut pas être autre chose que neutre. Temporairement, éventuellement, mais c'est dans des conditions que vous n'aurez jamais à rencontrer, vous. D'accord ? On peut avoir des solutions qui ne sont pas neutres, mais c'est des conditions que vous ne rencontrerez pas, vous. Voilà. Mais ce n'est pas parce que la solution est globalement neutre que le fait d'avoir physiquement dans cette solution des charges positives et des charges négatives qui sont individualisées ne va pas influencer considérablement les propriétés de cette solution. Une solution qui contient des ions n'aura pas les mêmes propriétés qu'une solution qui ne contient pas d'ions. Il peut donc sembler intéressant de se demander comment compter ces concentrations en espèces ioniques positives, cations, espèces ioniques négatives, les anions. Et à la limite, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, si une espèce est doublement chargée, comme Mg2+, ici, en termes de nombre de charges positives à porter, ça devrait compter pour 2, puisqu'il y a bien 2 charges qui sont portées par cette espèce-là. Donc si on compte, ce n'est pas une notation standardisée, hein, mais c'est juste pour être clair, la concentration en charge positive, on devrait prendre la concentration de l'espèce, Mg2+, et la multiplier par sa charge, puisqu'elle porte 2 charges positives. Ce qui veut donc dire qu'on aurait, je fais déjà pour les charges négatives, pour les charges négatives, ici c'est les chlores, une charge négative, ça ferait donc la concentration en Cl- fois sa charge, ce serait, on y arrive, 1, pas moins 1. D'accord ? Le nombre de charges, ici, c'est une valeur positive. Une concentration, ça ne peut pas être négatif. D'accord ? Donc on obtient une valeur qui est positive. Et on obtiendrait ici une concentration. Vous voyez qu'il y a marqué EC pour équivalente. Une concentration équivalente en charge, positive et négative, qui est bien entendu égale, puisqu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est normal, le tout doit rester neutre. Mais ça ne fonctionne que si on multiplie effectivement par la charge de l'espèce. Alors formellement, là, c'est un peu faux ce que je viens d'écrire, parce que je suis dans l'eau. Et vous l'avez probablement déjà vu précédemment, vous allez le revoir avec Yves Guillaume en UE3 quand vous serez sur les pH et les solutions acido-basiques. Dans l'eau, il y a aussi des ions H+. Et les ions H+, c'est des charges positives. Donc on devrait aussi compter, du côté des charges positives, la concentration en ions H+. Les ions H+, sont monochargés, donc le Z que vous avez là, d'accord, la charge, ce serait 1, évidemment. Et même chose, du côté des moins, il y a des OH-. Donc les OH-, il faudrait les compter aussi. D'accord ? Donc si on fait le bilan, effectivement, des charges, on doit absolument tout compter, ce qui est chargé. Dans le cas qui est décrit ici, on est a priori dans une solution neutre, sinon on nous l'aurait précisé. Et une solution qui est neutre, si on est à 25 degrés, c'est qu'on a un pH voisin de 7, donc une concentration en ion H+, et une concentration en ion OH- qui est de l'ordre de 10-7. 10-7 fois 1, c'est ridiculement petit par rapport au 0,1 fois 2 ou fois 1 qu'on a ici, ce qui veut dire que cette valeur-là est totalement négligeable devant l'autre, ce qui explique pourquoi je ne l'avais pas noté précédemment.
Si on était à un pH beaucoup plus faible, pH 1, pH 2, ou beaucoup plus fort, pH 13, 14, 12 même, d'accord ? Là, cette fois-ci, les concentrations en H+, ou en OH- ne seraient pas du tout négligeables et il faudrait les prendre en compte. Ça va de soi. OK ? Voilà, est-ce que c'est bon ? Eh bien, maintenant, si on veut une estimation globale de la concentration ionique dans la solution, on pourrait tenter d'additionner ces concentrations. D'accord ? C'est la somme des deux, la somme des concentrations en plus, la somme des concentrations en moins. On peut faire ça. C'est juste que ça ne sert à rien. Parce que la valeur qu'on va obtenir ici ne décrit aucune des propriétés de cette solution-là. C'est bizarre ça, parce que vous avez normalement déjà dû entendre qu'une solution qui contient des ions, ça conduit de l'électricité. Et plus il y a d'ions à l'intérieur, plus ça va conduire l'électricité. Donc, faire la concentration totale en ions, ça devrait indiquer un peu une information, enfin, ça devrait indiquer une information sur la conductivité de la solution. Et là, je vous dis que non. Faire la somme des concentrations plus-moins ici, ça ne donne aucune indication sur la conductivité de la solution. Pour une raison super simple, c'est qu'un petit ion chargé ou un ion moyen doublement ou triplement chargé va se déplacer dans la solution beaucoup plus vite qu'un gros ion un peu lourd qui va avoir du mal à se faufiler entre les molécules de solvant. Et qui va avoir du mal à se faufiler tout court, parce que vous savez bien que c'est quand même nettement plus compliqué de faire accélérer un gros camion de 38 tonnes qu'une moto. D'accord ? Donc quand on est plus léger, on va plus vite. Si on est chargé plus, on a un plus gros moteur, ça reviendra à ça. D'accord ? Donc en gros, tous les ions ne se déplaçant pas à la même vitesse, et la conductivité de l'électricité, c'est du déplacement de charge. Si certaines espèces se déplacent plus vite que d'autres, elles doivent conduire mieux l'électricité que d'autres. Il faut donc en tenir compte. Si on veut savoir comment cette solution, qui est ionique, va conduire l'électricité, on doit rajouter un facteur correctif. Ce facteur correctif, c'est, je vais simplifier, la conductivité spécifique de chacune des espèces. Si le terme lambda que vous avez là est grand, c'est une espèce qui conduit bien l'électricité. Petit, très chargé, grosso modo. Si au contraire ce lambda est petit, une valeur qui est petite, c'est que c'est un gros ion bien lourd et pas très chargé. Et donc il ne va pas très bien conduire l'électricité. Voilà. Donc si on veut avoir une idée de la conductivité d'une solution par rapport à sa concentration en ions, il y a un facteur correctif à apporter qui tient compte effectivement de, je vais simplifier un tout petit peu, la mobilité de chacun de ces ions. Et puis, il y a une autre formule qui est très importante aussi et qui utilise ces concentrations en espèces ioniques. C'est celle qui vient d'apparaître ici et on l'appelle la force ionique. Vous voyez que ce n'est pas directement la somme des concentrations multipliée par la charge des espèces, c'est la charge au carré. Parce que si on prend deux ions chargés une fois, qu'on les met l'un à côté de l'autre, les deux charges, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, elles vont avoir chacune leur sphère d'influence. Mais si vous mettez deux charges exactement au même endroit, leur effet, il est moins dilué dans l'espace. D'accord ? Et donc, on a plus d'effet de champ électrique quand on a une double charge ponctuelle plutôt que d'avoir deux charges côte à côte. L'effet est plus important. D'accord ? Et donc, on va en tenir compte dans cette formule en mettant la charge au carré. Plus la charge est concentrée sur une seule espèce, un ion doublement ou triplement chargé, plus son effet sera important. Et cette force ionique telle qu'elle est calculée ici, elle a une influence majeure sur une propriété des solutions, que l'on va voir un peu plus tard et qui s'appelle l'activité.
l'activité d'une espèce est très, très majoritairement influencée par la force ionique de la solution. L'activité, c'est l'équivalent de la concentration vraie. Mais on va le voir un peu plus loin. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'utilité à faire la somme des concentrations directes des charges, mais il y a des manières de additionner ces charges en les modifiant un tout petit peu. Le coefficient de mobilité que vous avez dans la première, le coefficient de la charge au carré dans la deuxième, qui rendent ces calculs de concentration de charge dans la solution extrêmement importants et très utilisés dans les propriétés des solutions par la suite. Donc la première pour la conduction de la solution, la deuxième sur son influence sur la concentration vraie, la concentration effective, la concentration active, c'est pour ça que ça s'appelle l'activité, des espèces dans cette solution. Et maintenant,